parler de sociologie et du féminin. J'entends par là que quand on aborde la question des femmes dans la société, on entend souvent des propos qui nous disent que les conditions n'ont pas été réunies pendant des siècles pour que les femmes puissent s'épanouir pleinement et affirmer leur individualité, leur personnalité, leur créativité. J'ai toujours dit que la sociologie avait bon dos et que ça n'expliquait pas tout. Et je dirais même plus que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt l'œuf et la poule. C'est plutôt le rôle des femmes, tel que la société l'a constitué, à moins de remonter évidemment à l'origine de l'univers, où là tout était indifférencié au Big Bang. Mais autrement, le rôle des femmes correspond à leur statut social. Si des gens sont marginaux dans leur mode de fonctionnement, dans leur particularité, dans leur identité, ils vont se retrouver associés à des activités marginales. C'est un peu le cas des Noirs aujourd'hui, qui sont utilisés pour des activités particulières, notamment dans les services de sécurité, dans les services de vigie, etc. C'est cette marginalité, quelque part, cette étrangeté physique déjà, qui va déterminer la dimension de leur intégration. Et cette intégration, elle a toujours existé, mais elle peut se faire à un niveau inférieur ou à un niveau supérieur. Les Juifs, par exemple, se sont intégrés plus au niveau supérieur, et les Noirs et les Arabes plus peut-être à un niveau inférieur, je parle sur le plan du statut social. Ce sont deux modes d'intégration qui existent l'un comme l'autre, et qui font dans les deux cas d'ailleurs, il y a une certaine marginalisation qui reste, mais qui n'est pas la même évidemment quand on est dans l'élite ou l'avant-garde, et quand c'est la marginalisation de l'avant-garde qui n'est pas la même que la marginalisation des SDF et des gens qui sont finalement une sorte de prolétariat qui est prêt à faire n'importe quoi pour arriver à survivre. Alors ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que dès qu'on utilise la grille sexuelle pour appréhender les réalités sociologiques, on nous crie au scandale. Donc là aussi, il y a le problème de l'œuf et de la poule. Si on n'a pas le droit de faire des recherches dans ce domaine-là, il est normal qu'on n'avance pas beaucoup. Hein, donc finalement, on prend déjà la conclusion comme un point de départ. On dit, ne commencez pas à vous interroger sur la présence des femmes dans tel et tel milieu et à tel ou tel niveau. Il ne faut pas travailler comme ça. Je suis désolé, en sociologie, comme dans n'importe quel domaine, on a le droit de formuler des hypothèses et de voir ce que ça donne, si ça donne quelque chose d'intéressant. Et en l'occurrence, j'ai montré, dans le milieu astrologique par exemple, que s'il y avait, dans les années 80, des femmes qui commençaient à être assez actives, elles n'avaient pas les mêmes activités que les hommes dans ce milieu. Par exemple, les activités d'enseignement ou l'écriture d'ouvrages sur le zodiaque ont souvent été dévolues à des femmes à partir de la fin des années 70-80. Alors que les colloques, les ouvrages de recherche, je pense notamment à Aquarius ou la Nouvelle Ère des Verseaux, que j'ai publié sous ma direction en 79, étaient essentiellement constitués de contributions masculines.
alors que je publiais à peu près à la même époque, chez Solar, une collection zodiacale, où il y avait des collaboratrices toutes femmes, tout comme la faculté libre d'astrologie de Paris, qui était une structure d'enseignement, avait commencé avec 3 femmes. Donc, la question n'est pas du tout le problème de savoir s'il y a des femmes ou des hommes. La question de savoir ce qu'elles y font dans une société donnée. Et puis, dernier point que j'aimerais également aborder avec vous, c'est ce que j'ai déjà signalé, c'est l'opposition entre astrologie karmique et astrologie humaniste, où j'ai développé la thèse sur laquelle l'astrologie karmique attirait plutôt les femmes, et l'astrologie humaniste correspondait davantage à un modèle masculin. L'astrologie humaniste qui doit beaucoup à l'astrologue Daniel Chenièvre, alias Dane Rudyard, et qui a été très représenté en France par Alexandre Ruperti, entre autres. Alors que les femmes astrologues karmiques, elles sont nombreuses, Marguerite Dorothée Cochin-Bismont, Irène Andrieux, Laurence Larzul, par exemple, qui ont été des têtes de proue, des figures de proue de l'astrologie karmique. Et là, je voudrais dire un certain nombre de choses qui pourront peut-être choquer, mais je pense que je dois le dire quand même, c'est que tout à l'heure, il y avait sur Internet un message qui disait on va vers la spiritualité quand on a connu l'enfer. Il y a une forme de misérabilisme sublimé chez les femmes, c'est-à-dire que la descente aux enfers, justement, la dégradation de la situation physique, sociale, morale, est aussi l'occasion d'une affirmation de soi, d'une individuation. Les saintes, les martyrs, celles qui ont renoncé, celles qui se sont sacrifiées, c'est un destin de femme, indiscutablement. Et on pense à Cosette dans Les Misérables, on pense à l'héroïne de Léon Bloy, dans un livre qui s'appelle, je crois, Le Désespéré. Enfin, il y a une sorte de descente avec la femme qui se fait couper les cheveux pour les vendre, ou qui même vend ses dents pour également avoir un peu d'argent, qui se retrouve édentée, etc. Et même beaucoup de femmes aujourd'hui, on voit qu'elles sont à un moment donné de leur vie, elles sont dans le renoncement. Elles renoncent à être belles. Elles renoncent à paraître. On le voit très bien dans des réunions où il y a des femmes de plus de 60 ans. Elles sont dans le renoncement. Elles ont renoncé à se regarder dans le miroir. Il y a un basculement qui n'est pas du tout indifférent et qui a une valeur spirituelle, qui a une valeur de transcendance éventuellement, mais qui n'est pas du tout du même ordre, de la même tonalité que l'individuation masculine qui, comme dirait Rudyard, passe par la créativité, passe par le fait de s'affirmer devant les autres, de sortir du rang, de sortir de l'ordinaire. Et dans les deux cas, il y a une sortie de l'ordinaire, mais par le bas, par le renoncement et par la chute quelque part, par la ruine, par le dénuement chez la femme, à un moment donné, à un niveau ou à un autre, ça veut dire quelque chose pour elle, et au contraire, avec l'astrologie humaniste, et non pas l'astrologie karmique cette fois-ci, par le fait que l'homme décolle, comme on dit, arrive au top, et se fait remarquer de façon, par sa réussite, par son héroïsme, qui n'est pas exactement le même profil que la sainteté féminine. Et je crois que l'image de la sainte est quelque chose qui est très parlant, même chez les non-chrétiens, mais chez les chrétiens en tout cas, la sainte c'est important. La sainte c'est celle qui renonce même à la beauté, qui a connu, mais qui après n'y accorde plus beaucoup d'importance, cherche une autre dimension. Voilà un certain nombre de réflexions sociologiques, et à mon avis, on ne peut pas en faire l'économie. Ça peut se discuter, ces thèses peuvent se discuter. C'est évident qu'il y a des exceptions, il n'y a pas de soi. Mais
la sociologie, c'est pas le cas par cas. La sociologie, ce sont des grandes lignes. Bon. Et je terminerai aussi en réponse à M. Roger Eke, qui m'a envoyé un mail en me disant il n'est pas, lui, il est contre les transits, contre les cycles. Il veut travailler sur le thème natal. Même pour des pays, c'est toujours le thème natal, le thème de fondation, etc. Et alors il dit oui, j'ai renoncé. Enfin, il faut renoncer à chercher des configurations dans le ciel à un moment donné. Ça ne donne rien. Il faut toujours travailler sur le thème natal, trouver un système qui permette d'avoir un thème. Le thème, pour lui, c'est sans le thème, sans une forme de thème, il n'y a pas d'astrologie. Et je lui ai répondu, un peu machiavéliquement, je lui ai dit, oui, ben vous avez peut-être eu des expériences malheureuses dans ce domaine-là, mais vous n'avez pas essayé l'astrologie sidéraliste de nos amis d'Orsan ou jusqu'à Patrice Bourriche en passant par Desclos. Vous n'avez pas essayé l'astrologie des étoiles fixes dont je travaille et qui permet d'avoir des configurations à des moments qui ne correspondent pas à des aspects planétaires traditionnels. Et donc, vos conclusions sur l'inanité des transits, l'inanité des configurations, des aspects, des cycles, des conjonctions entre planètes ou entre planètes et étoiles, vos conclusions, elles sont fonction de votre appareil technique, vos dispositifs théoriques. Maintenant, il est vrai que Roger Eke a un certain courage, qui est assez à son honneur, mais cette façon de dire que alors il n'y a pas tort, parce que c'est vrai que le thème natal, c'est quelque chose de génétique, de biologique. Donc quelque part, il a choisi cette voie du biologique en disant, bon ben, si c'est biologique, tout ce qui est à venir chez la personne démarre de ce biologique. Alors moi, je n'ai pas cette même position. Je pense que je n'attache pas d'importance au thème natal d'abord, déjà. Par contre, j'attache d'importance au biologique. Mais le biologique, c'est pas forcément le thème natal. Le biologique, c'est notre patrimoine génétique. Je parlais tout à l'heure des hommes et des femmes. C'est du biologique. Donc pourquoi ancrer la psychologie des hommes et des femmes sur le thème astral? Pour moi, c'est tout à fait autre chose. En revanche, je dis que les astrologues ont tout intérêt à maîtriser ces questions du masculin et du féminin. Et c'est ça aussi le problème avec des personnes comme Laurence Larzul qui me reprochent de travailler sur les hommes et les femmes et qui voudraient que tout de suite on parle des concepts et des symboles masculins et féminins en astrologie. Non, je suis désolé. Je crois qu'il faut revenir à des réalités. Les réalités, c'est-à-dire des choses observables, visuelles, pas des symboles, pas des trucs qui sont dans le thème. Le thème, il n'est pas visible. Hein, les symboles, c'est quelque chose qu'on arrive à suivre, par exemple. Alors, il y a une symbolique cyclique, on peut suivre une planète qui va avancer vers une autre planète, qui va avancer vers une étoile fixe, qui va arriver à une nouvelle configuration. Ça, c'est important. Et on la voit venir. Et on le voit venir et on voit ses effets à des niveaux collectifs, à des niveaux massifs, pas au niveau individuel. L'individu, c'est une sorte d'ovni, l'individu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui n'est pas quantitatif. On peut certes dire, en effet, qu'il y a un grand nombre d'hommes qui, au travers de l'histoire, se sont fait remarquer par leur rapport à la société, à la créativité, à la science, à la recherche. Mais ça s'étale sur un grand nombre de siècles et sur un grand nombre de cas, mais c'est pas... Bon, et il y a des femmes aussi dont on peut remarquer qu'effectivement, elles ne parviennent pas à ce genre de réalisation en général, mais elles arrivent à se distinguer, comme je dis tout à l'heure, par une forme de sacrifice, de renoncement, de dénuement, qui a toute sa dignité aussi quelque part, et qui se manifeste d'autant plus en fin de vie, je crois, quand les femmes ne cherchent plus à paraître. Ce qui est le cas, je crois, de 80% des femmes au-delà d'un certain âge. Je ne sais pas si c'est lié à la ménopause, en tout cas, c'est évident quand on regarde. Là aussi, il y a un visuel, je suis désolé de lire. Moi, je suis dans le visuel. Je regarde les visages des gens, je regarde les groupes, et je vois ce qui ressort d'un groupe. Je vois, par exemple, que dans un milieu astrologique, une conférence d'astrologie aujourd'hui, il y a 90% de femmes. C'est un fait. Bon, je peux expliquer le fait qu'on peut observer, mais je ne peux pas nier le fait. C'est ça le problème.
Et donc, les femmes et les hommes, c'est quelque chose qu'on peut observer, je suis désolé. C'est un fait observable majeur, et la sociologie ne peut pas renoncer à ce fait observable majeur. Je conclurai à propos de Roger Ecke en disant que on n'est pas dans l'instant. L'événement n'est pas dans l'instant. Il y a des périodes qui peuvent ne pas être très longues, certes, mais qui peuvent quand même couvrir quelques mois, sinon quelques années, et où certains types de phénomènes reviennent, se répètent. Et on peut observer cette répétition. Alors qu'à un moment donné, il y aura un truc qui va se produire. Hein, donc, et puis ça ne fera pas un phénomène massif, ça ne fera pas une foule comme Printemps arabe, etc. Donc, cette idée du cas individuel qui n'est donc pas observable, sinon en tête à tête avec le client, ou de l'événement qui se produit tout seul, isolé. J'aimais bien, un jour Yves Lenoble, dans une conférence, a dit l'hirondelle ne fait pas le printemps, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais bien entendu, c'est le collectif, c'est le massif, et donc c'est le social qui est le fondement de l'astrologie. Tant au niveau de l'étude des cycles, et ça passe par l'étude de phénomènes aussi marquants que des configurations qu'on voit se former dans le ciel. Et là, il n'y a pas une question d'orbe, puisque c'est quelque chose qui est en train de se faire. Donc, ce n'est pas l'orbe du thème natal dont on parle ici. Moi, je ne m'intéresse pas au thème natal. C'est l'orbe des choses, des configurations qui sont en train de se former. Moi, je suis assez pavloviste de ce côté-là. Quand il y a des signaux qui se forment, petit à petit, ce signal commence à prendre tournure et le chien commence à saliver. Et puis, quand le signal n'est plus là, il arrête. Eh bien, c'est cela dont il s'agit. Mais ce sont des choses collectives. On ne peut pas fonctionner. Alors, effectivement, Roger Ecke, il était d'accord avec moi, son astrologie, c'est une astrologie de l'urgence, c'est une astrologie du quotidien. Parce que, au niveau des grands personnages, c'est des choses qui se produisent, ils ne vivent pas au jour le jour, les grands personnages. Mais Ecke, lui, il a une clientèle qui a forgé son astrologie, qui était celle de l'urgence. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Comment je vais vivre aujourd'hui? Et donc il a élaboré une astrologie qui permet de répondre de façon très précise, ou plus exactement, le mot précis me paraît un peu abusé, mais qui permet de répondre jour par jour, sinon heure par heure, parce que il y a des gens qui vivent dans la précarité. Et l'astrologie de Ecke, c'est une astrologie de la précarité. C'est l'astrologie des gens qui se demandent ce qui va leur arriver dans la journée. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, des milieux qui sont plus protégés et qui ne se posent pas de questions sur la journée qui va se passer et sur les risques qu'ils vont encourir en cours de cette journée. Ce n'est pas la même temporalité. Voyez-vous, donc il y a plusieurs astrologies. Il y a l'astrologie du quotidien pour les précaires, il y a l'astrologie des catastrophes qui font que la personne va avoir sa situation physique, morale se dégrader. Il y a l'astrologie de ceux qui, au contraire, vont trouver moyen d'affirmer leur personnalité dans la création, dans la recherche. Et puis, il y a l'astrologie des gens qui ont qui vivent des moments forts dans leur vie, mais pas au quotidien. Au quotidien, il y a plutôt une routine. Mais il y a des gens qui ne vivent pas la routine. Et ce sont ceux-là que Ecke... Voilà, donc 3 ou 4 formes d'astrologie qui se juxtaposent. L'astrologie de Ecke pour la précarité au jour le jour, au niveau prévisionnel. L'astrologie cyclique qui met en avant des échéances importantes au niveau social. C'est celle que je préconise. L'astrologie karmique qui va travailler sur comment on va comprendre les malheurs qu'on a vécus dans sa vie, les catastrophes, les frustrations, les divorces, les maladies, etc. Et puis l'astrologie humaniste qui va travailler sur la façon dont, d'après Rudyard, qui est lui-même un fois astrologue et compositeur, comment on arrive à travailler sur son épanouissement personnel, mais vers le haut, pas vers le bas.